Bonjour à tous et bienvenue sur CNews, mais également sur Europe 1 ce matin pour l'heure des pros. Amélie Oudéa-Castéra a résumé ce que beaucoup de parents pensent de l'enseignement en France. L'enseignement dans le privé est de meilleure qualité que dans le public. Vous croyez que ça me fait plaisir de payer 7 000 € par an pour mes 2 filles, m'a dit ce week-end une femme d'une quarantaine d'années, divorcée, pour qui la scolarité de ses enfants est un budget important. Le privé offre un environnement plus sécure. Il est aussi un état d'esprit. Les règlements intérieurs ne badinent pas avec certains comportements. Le crop top, le jogging ou les piercings sont parfois interdits. Le privé n'est pas la cour des miracles. Le privé est plus strict, plus surveillé, plus exigeant. En tout cas, il est perçu comme tel. Et puis, le rapport de force est en faveur de l'établissement. Si les parents ne sont pas contents, qu'ils partent. Si l'élève se conduit mal, il est viré. Croyez-moi, ça change beaucoup de choses. L'autorité est du côté des professeurs, j'allais dire comme avant. Au fond, beaucoup de familles choisiraient le privé si elles pouvaient assurer financièrement. Évidemment, Amélie Oudéa-Castéra a aggravé son cas avec l'établissement Stanislas, au lieu de la bourgeoisie catholique française, symbole d'une élite qui imagine ses enfants marcher dans les pas des parents. Mais sur le fond, je partage son constat. Sur la forme, c'est inaudible. Amélie Oudéa-Castéra ne travaille pas chez Danone ou chez AXA. Elle est ministre. Et quand on est ministre, on ne peut pas tout dire. Surtout la vérité. Il est 9h. Plaisir d'avoir sur ce plateau Alexandra Blanc, qui vient trop rarement, mais bon, c'est un cyclone. C'est un plaisir partagé, mon cher Pascal. On parle de ce qui se passe à La Réunion, bien sûr. Georges Fenech, Philippe Guibert, Joachim Le Floch, Imad et Gauthier Lebret sont avec nous. Et par ordre d'entrée en scène, voilà. Madame Elisabeth Lévy. Bon, on parlera tout à l'heure d'Amélie Oudéa-Castéra, mais oui. Je ne défends pas Amélie Oudéa-Castéra. Ça y ressemblait. Non, je ne la défends pas. Parce que je dis qu'un ministre ne devrait pas dire ça. Je pense qu'elle parle comme on parle dans le privé. Elle l'avait déjà dit d'ailleurs quand elle avait parlé de son salaire. Elle parle comme on parle dans le privé. Elle n'a pas compris peut-être qu'elle est ministre. Mais je dis simplement une chose. Surtout. Elle a dit ce que un très grand nombre de parents savent, c'est-à-dire que le privé offre un cadre qu'ils préfèrent. Mais et c'est ce que j'ai dit aussi, c'est parce que le rapport de force est en faveur du privé dans ces cas-là. Les parents viennent pas faire le cirque comme dans le public. Et quand un élève se tient mal, il est dehors. Elle semble pas se rendre compte qu'elle est en train de faire le bilan du propre gouvernement auquel elle appartient. À côté du ministre. Je vous ai écouté samedi. Prédécesseur donc. Il n'était pas content d'ailleurs, Gabriel Attal. Oui. Je vous ai écouté samedi matin avec Philippe. Mais j'étais pas là samedi matin, c'était Elliott, mais c'est pas grave. Mais je vous ai écouté. Mais le problème, c'est qu'elle a menti, la ministre. Ça, vous n'en savez rien. Il y a des informations de Libération publique. Ah, les informations de Libération, pour vous, c'est parole d'évangile. Oui, ça m'étonne pas. C'est les paroles de la professeure. Ils ont été retrouvés une enseignante. Mais c'est possible d'ailleurs, on va attendre. Mais enfin, elle dit la vérité sur le public, c'est déjà pas mal. Elle a l'air. C'est une ministre de l'Éducation, pardon Philippe, c'est une ministre de l'Éducation nationale. Qui dit une vérité. Qui a l'air de savoir quel est l'état de l'éducation publique. C'est pas juste le public, on parle de l'Ittré dans le 6e arrondissement de Paris. Je pense que c'est pas le public que connaissent 99% des Français. Il y a plusieurs publics. On en parlera tout à l'heure. On en parlera. Mais juste parce que je vais pas terminer cette phrase. Mais peut-être qu'elle a menti. Si elle a menti, c'est grave. Gabriel Attal avait promis un prof quand il était ministre de l'Éducation nationale, un prof devant chaque élève, et on a parlé que de la baya à la rentrée, donc il a réussi à chasser cette vérité. Il n'y avait pas un prof devant chaque élève. Donc c'est son job de trouver des profs. On en parlera tout à l'heure. Si Madame Oudéa-Castéra a menti en disant que son fils ne serait resté que 6 mois, comme l'enquête, effectivement, du journal que vous avez cité tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc, ça, effectivement... elle a répondu aux accusations de Libération, elle dit que c'est faux. Bon, à préciser aussi. Écoutez, on verra. Bon, un mot donc sur La Réunion. L'œil du cyclone tropical Bellal touche donc l'île française de La Réunion. Vous savez comment s'appelait l'île de Réunion avant la Révolution française? Non. L'île de France. Non, l'île de Bourbon. Vous savez l'île de Bourbon. Eh oui. Vous savez pourquoi elle s'appelle l'île de La Réunion? Et vous savez rien. Pour le whisky. Je ne sais pas ça. Mais il le sait depuis un quart d'heure, donc vous savez, il connaît par cœur. Mais apprenons en s'amusant. Et vous savez comment Proust appelait ces gens-là? Les savants de la veille. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui sait quelque chose depuis 1 heure et qui le dit à tout le monde. Moi, je suis un savant de la veille. C'est en 1793 que l'île de la Réunion, après une réunion des fédérés à Marseille, s'est appelée l'île de la Réunion. Oui, parce que les Bourbons, c'était... Vous saviez par exemple que Roland Garros était né à la Réunion?
Ah oui, d'ailleurs, l'aéroport de la Réunion s'appelle Roland-Garros. La fiche Wikipédia est bien faite. Vous avez bien potassé ce matin. Hein. Wikipédia est bien faite. Mais non, mais écoutez, apprends quelque chose avec l'heure des pros. Vous êtes un savant du matin. Bon, un savant du matin. Bon, alors, souvent ces derniers temps, Alexandra, on a annoncé on a surannoncé parfois des drames qui n'ont pas forcément eu lieu. J'ai remarqué ça depuis 2-3 ans. Bon, là, on est vraiment, ça va être l'œil du cyclone. Alors déjà, d'une part, l'œil du cyclone est en train de passer. C'est pourquoi les conditions météo sont un petit peu plus calmes à La Réunion. Il faut savoir qu'on n'a pas eu un cyclone aussi fort à La Réunion depuis 1962. Il s'appelait Jenny en 1962. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des cyclones aussi puissants du côté de La Réunion. Il a pris sa force à Madagascar et est redescendu petit à petit. Donc sur La Réunion, on a relevé par exemple localement 170 km/h de vent du côté de Saint-Denis. Mais j'ai entendu 250, alors, ça pourrait aller jusqu'à 250. Saint-Denis n'est pas sur les hauteurs. Quand vous montez notamment à Sainte-Clotilde, comme on va le voir sur les images, là, les vents sont un petit peu plus forts et pourraient avoisiner les 200 km/h. Surtout que là, l'œil du cyclone passe actuellement et c'est le mur du cyclone qui, généralement, est le plus fort et provoque les vents les plus tempétueux et des inondations avec une forte houle attendue. On attend localement des vagues de 10 à 15 mètres de haut. Donc vraiment, c'est assez impressionnant. Alors Audrey, que vous suivez dans la matinale de Romain Desarbres, depuis 7 heures ce matin. Je crois qu'Audrey est avec nous. Il y a 3 heures de décalage avec La Réunion. Il est donc 12h08 à La Réunion. Bonjour Audrey et merci d'être avec nous. Comment vous allez? Et de rien. Comment allez-vous? Ben ça va bien. Le cyclone est passé, on a eu beaucoup de vent. Là, j'ai pu me mettre un peu dehors sur la terrasse, ça s'est calmé parce que on est dans l'œil du cyclone. Enfin, l'œil du cyclone doit passer sur La Réunion, donc là c'est un peu plus calme. Mais ça a été vraiment très fort. Des arbres sont tombés devant, les arbres sont abattus devant. Le bananier est tombé, le pied d'avocat du voisin est tombé. Enfin, là, vraiment, les murs, la palissade entre le voisin et nous s'est effondrée. Enfin, ça a soufflé très fort. Il y a une personne qui était décédée cette nuit, qui était un SDF, je crois, et on ne sait pas si c'était lié à cause de... On saura après. Voilà. Est-ce que vous pensez que le plus dur est-ce que le plus dur, Audrey, est passé ou pas? Est-ce que c'est ça? On ne sait pas. Je suis pas météorologue, je pense pas, mais je pense pas parce qu'on nous dit qu'il faut se préparer à ce que ça repasse là. Donc je pense qu'on était vraiment sur la première phase et là on va arriver sur la deuxième phase qui risque d'être aussi forte en fait. Et les vents étaient vraiment forts. Bon faites attention à vous. Évidemment, tout est barricadé chez vous, Audrey. Oui, on a tout rentré, les chiens sont rentrés, tout est rentré, on a rentré les pots de fleurs. Bon, voilà, on a fait le maximum. Je pense qu'on a été avertis suffisamment à l'avance aussi, donc on a pu tout prévoir comme il faut. Voilà, en espérant que tout le monde reste à l'abri. Je peux vous demander, Audrey, depuis combien de temps vous êtes à La Réunion? Ça fait 10 ans. Et on n'avait jamais connu ça, jamais. Et pourquoi vous êtes installée à La Réunion? À la base, pour professionnellement parlant, et puis après, hors de question de partir de là. Et aujourd'hui, vous n'imagineriez pas revenir en métropole? Ah non, même s'il y avait des cyclones tous les ans, on ne rentrerait pas en métropole. C'est vrai? Ouais. Écoutez, c'est vrai qu'on connaît La Réunion lorsqu'on part, je ne sais pas si les uns ou les autres sont allés à La Réunion. Je sais que vous avez une tendance à aimer les voyages, chère Alexandra. Cher Pascal. Et que vous régulièrement... C'est très beau. Oui, c'est vrai que je n'ai pas eu cette chance d'aller à La Réunion. Vous aimez les randonnées, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez? C'est loin de la boule, il a dit. Et juste pour revenir sur le cyclone, en fait, ce qui est très dangereux. Restez avec nous, Audrey. Restez avec nous. Pas mal. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, quand on est à l'arrière de la queue du cyclone, c'est la plus dangereuse. Parce que vraiment, elle apporte les vents les plus forts. Donc, on a tendance à se dire, tiens, ça y est, c'est fini, c'est passé. Il faut se méfier parce que c'est souvent après que c'est le plus violent. Audrey, donc avec nous, je voudrais qu'on écoute Gabriel Attal sur les moyens qui sont mis en œuvre, le Premier ministre de la République et de la France. Non, je pense que l'important, c'est continuer, comme on l'a dit, à réitérer les messages de très grande précaution pour les habitants de La Réunion. Évidemment, leur dire que la solidarité nationale sera au rendez-vous pour les accompagner dans toutes les conséquences de cet épisode. D'ailleurs, il y aura probablement ensuite à regarder pour, y compris sur le plus long terme, les mécanismes assurantiels et autres pour des personnes ou des collectivités qui seraient
très fortement touché et qui verrait des bâtiments fortement dégradés. C'était le cyclone d'une génération presque. En tout cas, ce qu'ils disaient eux-mêmes, c'est que ça fait peut-être plusieurs décennies qu'on n'a pas vu une telle intensité en termes de vent et en termes de projection directe sur l'île. Cyclone d'une génération. C'est aussi ça, faire de la politique. La manière dont il met en perspective ce cyclone. Et évidemment, on va rester avec Audrey. Ce que je vous propose, Audrey, c'est qu'on pourra vous appeler vers 10h30 à la fin de l'émission, si vous en êtes d'accord. Oui. Pour savoir... Oui, non, vous êtes. dit oui. Vous avez oui, non, pourquoi vous avez peut-être. De toute façon, vous n'allez pas sortir par définition. Je suis en train de parler. Non, on va pas sortir. Non, mais je vous en prie. Mais j'avais l'impression qu'il faisait nuit derrière vous. Non, il fait pas nuit là, parce qu'il est midi. Mais il fait sombre en fait. Il fait très sombre. On peut voir l'état, voilà. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Attendez, regardez. Je vais tourner. Je dis souvent que FaceTime a révolutionné nos métiers, puisque l'esprit de la radio est arrivé à la télévision. Mais c'est absolument formidable ce qu'on fait aujourd'hui. J'imagine en plus, Audrey, que votre famille fait ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire vous appelle et demande des nouvelles et peut-être s'inquiète. J'ai la chance d'avoir maman avec moi. Oui, j'ai la chance d'avoir quand même maman avec moi, mais c'est vrai qu'on donne des nouvelles régulièrement. On a été un peu touchés. Voilà, les arbres sont cassés. Bon, rien de grave. Les poules sont toujours là. Voilà. Les poules sont toujours. Alors là, j'ai vu le petit barbecue. Les poules. Hein, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup à Paris. Vous voyez, ça c'est. Voilà, heureusement que ça va. Il tient encore. Celui-là, il a tenu. Bon. Il a tenu. Mais vous disiez que votre maman est venue avec vous dans ce voyage qui, au départ professionnel, vous avez entre guillemets fait venir votre maman sur l'île de la Réunion. C'est pour le travail de mon mari qu'on est venu s'installer à la Réunion et puis, force à revenir tous les ans. Finalement, elle s'est un petit peu installée avec nous. Pas tout le temps, elle fait que des étés. Les étés en France et les étés ici. Eh bien, écoutez, merci, vraiment merci. Puis ce que je vous propose, c'est qu'on se rappelle en fin d'émission pour voir si effectivement les choses ont évolué. Puis c'est vrai, je le disais, c'est une manière aussi de découvrir peut-être cette île pour certains, qui avait été découverte par les Portugais, figurez-vous, en 1513, qui a été ensuite découverte par les Anglais en 1613, et puis elle est française à partir de 1649. Elle devient l'île Bourbon. Et elle connaît un grand développement, d'ailleurs, en tant que colonie française. Et puis en 1793, je l'ai dit, l'île Bourbon est rebaptisée île de la Réunion pendant la Révolution. Ce choix pourrait avoir été fait en hommage à la réunion des fédérés de Marseille et des gardes nationaux parisiens qui a précédé l'insurrection du 10 août 1792. Et elle a donné aussi un Premier ministre à la France récemment. Raymond Barre. Oui, récemment. Pas récemment. C'est vrai que c'était en 1976. Contemporaine. C'était en août 76, Raymond Barre. Contemporaine. Bien sûr, vous avez raison. C'était Lyon qui avait donné. Comment à la France. Je croyais que c'était la ville de Lyon qui avait donné Raymond Barre. Non. Du maire de Lyon, mais il est né à La Réunion. C'est vrai, il est né à La Réunion. Avec Vergès, maître Vergès, par exemple. Bien sûr, qui n'a pas été Premier ministre. Bon, Alexandre. À l'école ensemble. Oui, ils étaient à l'école ensemble. Ça va en ce moment, vous êtes au taquet là, vous avez passé un bon. Je vous attends parce que vous avez passé un bon week-end. Je vous attends sur le RPR, Nous, on vous a attendu sur le RPR, mais vous n'êtes pas venu. Oui. La conférence de presse d'Emmanuel Macron. Alors, ça, c'est la première fois à 20h15. Généralement, les confs de presse, c'est l'après-midi. Pour le coup, c'est plutôt malin. C'est pour capter la France qui travaille. Parce que la France qui travaille, elle peut pas être devant la télé à 15h ou à 16h. Donc, l'objectif, c'est d'avoir les Français qui rentrent du boulot et qui potentiellement puissent allumer la télévision pour tomber sur le président. Ça va être intéressant, le score. D'abord, est-ce qu'on sait combien de temps ça va durer? Alors oui, il y a le temps. Parce que s'il nous fait Alors, c'est toujours pareil. Autant d'emporte le vent. Il y a le temps annoncé et il y a le temps réel. On annonce 2 heures minimum. Quand le président dit 2 heures minimum, ça va en durer 4. Peut-être 3. Non, on ne fait pas 4 heures de conférence de presse. Moi, je parie sur 4. Ne le sous-estimez pas. Non. Ne le sous-estimez pas. Le temps ressenti, ce sera 4. Il va tuer les journalistes. Les journalistes, généralement, vous vous souvenez des durées des grands débats? Dîner à cette heure-là. Les grands débats, ça durait des heures et des heures. Oui, mais là, c'est pas la même chose. Je pense qu'il faut. La nuit des intellectuels. On se parlera mercredi matin. Bon, est-ce qu'on peut d'avoir. Alors, c'est 20h15. 20h15, vous avez que 15 minutes d'émission demain. Oui, ça, je vous remercie de penser à mon emploi du temps. Mais ce qui est important, c'est, ça sera 20h15, 20h15. Hein, c'est pas, là, il n'y aura pas de. Et s'il a 5 minutes de retard, je suis pas responsable, Pascal. Bah si, justement. Bon. Alors, on peut peut-être écouter les grands moments de conférence de presse. Je sais pas, tout le monde en a en tête. Et juste quand même, parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'il fait ça.
le Premier ministre a juste un discours de politique générale la semaine prochaine. Ah ouais. C'est encore une bonne manière de lui couper l'herbe sous le pied et de montrer qui est le patron. Mais enfin, c'est lui, la 5e République, le patron, c'est le président de la République. Voilà, au cas où on l'aurait oublié. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Depuis la nuit des temps, Jacques Chirac est parti pour ça. Mais oui, vous connaissez un Premier ministre qui a été, même en période de cohabitation, François Mitterrand avait un jour dit dans une conférence de presse célèbre, il avait dit la France ne peut parler que d'une voix. Il y a ce pauvre Jacques Chirac qui était à côté. Boum, il lui a piqué le micro. Il a rien dit. Je trouve intéressant de souligner qu'à chaque fois, européen. Bien sûr. Je trouve intéressant de souligner qu'à chaque fois que le Premier ministre doit faire son discours de politique générale, il y en a un par Premier ministre. Il arrive à lui couper l'herbe sous le pied. Il y a même un président de la République qui a dit que son Premier ministre était son premier collaborateur. Et c'est un collaborateur. Ah oui, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Vous, alors avec des amis comme vous, protégez-moi de mes amis. Les Sarkozy sont au gouvernement maintenant, donc il est dans l'opposition, Georges Fenech. Ah oui, maintenant. Moi, je suis libre. Ah oui, vous êtes tous des hommes libres. Bien sûr. Vous êtes libres tout seul, surtout bientôt, vous serez encore plus libre. Bon, écoutons le président de la République. Et c'est ça le grand rendez-vous avec la nation, visiblement. La solitude a de la grandeur, vous savez. Alors, on va écouter, il y a 3-4, il n'y en a pas 50 des événements marquants, des conférences de presse. Par exemple, Emmanuel Macron a fait une conférence de presse, plusieurs. Après les Gilets jaunes, celle qui reste, on n'en retient rien. C'est celle après la crise des Gilets jaunes. Il n'y a pas un passage. Non, on se souvient de la très bonne question de Laurence Ferrari. Voilà. Moi, je me souviens effectivement, on se souvient plus de la qualité de la question de Laurence que de la. Bon, et c'est parfois le problème de Emmanuel Macron, c'est qu'il aura beaucoup parlé. Et là, François Hollande, c'était aussi très. Moi, j'ai assisté à une. Je ne referai pas l'expérience. C'est mortel. Les grandes conférences, c'était De Gaulle ou Pompidou. Alors, on en a 3. Là, j'ai 3 extraits à vous montrer. Je croyais qu'on n'était pas en crise. De Gaulle et Pompidou. Quoi, on n'est pas en crise? Le président a dit que c'était pas une crise politique, alors que la dernière conférence de presse, c'était après la crise des Gilets jaunes. Tiens, ça voudrait dire qu'on est en crise. Il parle autant chez Romain Desarbres, Alexandra? Oui, mais il a un peu moins de temps de parole. Donc oui, parce que Romain, c'est un peu plus cadré la matinale. C'est très timé. Non, mais là, c'est insultant. Non, mais Alexandra, c'est la première fois qu'on me dit que je suis pas cadré. Bon, écoutons les 3 séquences historiques et notamment pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans. Et il n'était pas au pouvoir encore, c'était juste avant d'arriver au pouvoir. De Gaulle. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et il y a une seconde, attendez, jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Bon, ça c'est avant. C'est en mai 58, ça c'est juste avant de devenir le dernier président du Conseil. J'ai voulu quand même la passer, même si elle n'est pas bon. La deuxième passage très célèbre, c'est Georges Pompidou qui citait Le Har avec une émotion à la fin de la conférence. À l'occasion de l'affaire Gabrielle Ruillet. Exactement. Cette professeure qui avait été condamnée à de la prison ferme en appel pour avoir une relation sexuelle avec un de ses élèves âgé de 17 ans et qui s'était suicidé en prison. Et c'est intéressant parce que l'époque a changé. Aujourd'hui, un président de la République ne pourrait pas dire ce que va dire Georges Pompidou. Il pourrait avoir du courage. Il pourrait donc il ne pourrait pas le dire. Comment? En tous les cas, toute la France a été émue par cette, par cette histoire à l'époque. Ça, c'est intéressant. Alors Daniel Le Fil, Mourir d'aimer, etc. Avec Annie Girardot. Et donc, c'est intéressant, effectivement. Une chanson également. Une chanson de Charles Aznavour. Mourir d'aimer. Elle avait été relaxée en première... Enfin, elle avait été condamnée avec du sursis en première instance. Le parquet s'était acharné, avait fait appel. Et elle avait été condamnée, je crois, à 1 mois ferme. C'est là qu'elle s'est... Écoutez Georges Pompidou. Je croyais que c'était Georges Fenech. Monsieur Royer, dernière question. Jean-Michel Royer, Radio Monte-Carlo et l'actualité. Monsieur le Président, puisque vous avez permis qu'en fin de parcours, nous débordions un peu des questions fixées à l'origine, je voudrais vous faire sortir carrément de l'épure et vous interroger sur un fait divers. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond ? Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé d'ailleurs sur cette affaire. Ni même ce que j'ai fait.
Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. Merci, mesdames et messieurs. Gabrielle Russie ne s'est pas suicidée en prison, me dit Olivier d'Artigol. Elle s'est suicidée chez elle, à Marseille. Surtout qu'il y aurait pu beaucoup de présidents de la République capables de citer Éluard avec cette qualité-là. C'était l'auteur d'une anthologie de la poésie française, Pompidou. Et c'est un des problèmes incroyable. Agrégé de lettres. Agrégé de lettres, normalien. Là, on a un ministre maintenant qui s'appelle Séjourné qui dit les principes fondamentaux. Donc effectivement, on a changé de monde. Mais le problème de la culture générale de ceux qui nous gouvernent est un problème beaucoup plus important que vous ne pensez. Mais bien sûr. C'est même un problème, extrêmement important. Il y a un vrai souci de ce point de vue-là. Et vous savez que De Gaulle disait que la culture générale est l'école du commandement. La meilleure école du commandement. Je suis d'accord avec vous qu'enfin vous ralliez le général, que vous avez tellement attaqué. Il n'y a pas besoin de rallier le général. Vivant. Il appartient à tout le monde, le général, pas simplement à vous. Bon, et le dernier élément que je voulais vous faire écouter d'une conférence de presse qui a marqué, disons-le, c'est notre consoeur Roselyne Fèvre qui interroge le président Sarkozy sur sa situation maritale. Ah oui. C'est vrai que tous les Français se posent cette question, même le monde entier. On voit l'Inde qui se pose des questions protocolaires. Je suis sûr que même vos ministres se posent cette question. Donc je vais vous poser cette question de fond. Est-ce que vous allez vous marier avec Carla Bruni et quand ? Ce qui est extraordinaire, c'est que vous m'avez fait la gentillesse d'attendre la deuxième question. Et Roselyne Fèvre, le monde entier est suspendu à cette question extraordinaire. Non, c'est votre côté sentimental, et après tout, je le suis aussi. Bon. Écoutez, comment vous répondre ? Vous savez, président de la République, ça ne donne pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit plus au bonheur qu'un autre, mais pas moins qu'un autre. Et avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi le soir. Et je ne voulais pas que sous le manteau, vous décriviez la même hypocrisie. Vous savez, en 2007, j'ai divorcé. Ce ne fut pas la période la plus heureuse de ma vie. J'ai vu quantité d'articles. Je me suis dit que certains qui écrivaient ces articles n'avaient jamais dû divorcer pour écrire de telles choses. Comme que j'avais divorcé pour masquer les grèves sur les régimes spéciaux. Je n'en aurais pas voulu. J'ai simplement eu honte pour eux d'être si éloignés des réalités de la vie. Parce que la vie d'un président, sur ces questions essentielles qui sont celles de l'amour, c'est comme la vie de n'importe qui. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Comme un certain nombre de millions de Français. Voilà. Et donc avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Mais c'est pas le JDD qui fixera la date. Président, j'ai répondu. C'est du sérieux et c'est pas le JDD qui fixera la date. Il y a des fortes chances que vous la preniez quand ça sera déjà fait. Monsieur le Président. C'est une réponse. C'est pas une menace. Bon, les présidents passent, mais les journalistes restent. Manifestement, Michael Darmon était là, et on salue également Roselyne Fèvre. Mais c'est prémonitoire ce qu'il dit. Parce qu'effectivement, on pense à certains présidents de la République en scooter qui ont été pris en photo au petit matin. Il y aura aussi à une question en conférence de presse. Et il fait référence, je pense, au fameux laitier. Il y a tout Sarkozy dans cet exemple. Il y a la sincérité, l'authenticité et la forme de transparence. Alors on peut aimer, ne pas aimer. Il dit c'est du sérieux. 16 ans plus tard, il est toujours avec Carla Bruni. Donc
sa personnalité, effectivement, s'exprime à travers cette séquence. Mais c'est un moment important, parce que c'est un moment où le président, la fonction publique, se confond avec la fonction privée. Pardonnez-moi, on est en retard, il est 9h26. Je salue nos amis d'Europe 1 et Thomas Hill, qui va pouvoir reprendre la parole à l'instant.